On recommence. Bonjour Antoine Léaumont. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct sur l'antenne de CNews et Europe 1. François Bayrou a donc annoncé la composition de son gouvernement hier et on voit déjà des réactions d'une très grande hostilité de la part de la France insoumise. Vous avez vous-même parlé sur vos réseaux sociaux de zombies. Pourquoi ce terme ? Parce que c'est un gouvernement de revenants. Elisabeth Borne, qu'on pensait être partie après la réforme des retraites qui était détestée par le peuple français, et puis le revenant suprême, Manuel Valls, qui, après avoir quitté le PS, est allé chez Macron, après avoir quitté la France, est allé à Barcelone. Le voilà qui est revenu, il a traversé le désert, et maintenant, le voilà devenu ministre. Donc c'est un gouvernement d'ambitieux, de girouettes aussi, puisque, comme M. Valls c'en est une démonstration, et je ne pense pas qu'aujourd'hui, qui que ce soit satisfait de ce nouveau gouvernement. Vous parlez de la détestation, mais quand on regarde les classements des personnalités préférées des Français, certains des membres de ce gouvernement arrivent largement devant des personnalités comme Jean-Luc Mélenchon, qui cristallise lui aussi une forme de détestation. Oui, mais si vous regardez bien, moi je me base pas spécialement sur ces sondages, je me base sur ce que m'en disent les gens et ce que j'en perçois. Je vois que, par exemple, la réaction que vous avez citée sur les réseaux sociaux, elle reçoit beaucoup d'approbation. Quand moi je dis que c'est un gouvernement de zombies... Auprès de votre électorat, notamment. Sur les réseaux sociaux, c'est public, c'est tout le monde qui peut participer. Et je vois que ni les gens de droite, ni les gens de gauche ne sont satisfaits de ce gouvernement. Donc je me demande bien qui est satisfait de ce nouveau gouvernement. Parce que par ailleurs, vous mettez ensemble des gens qui sont détestés par des parties différentes de la population française. Par exemple, peut-être que certaines personnes de droite vont apprécier M. Darmanin, mais les gens de gauche ne vont pas apprécier M. Darmanin. Peut-être que certaines personnes à gauche, je me demande bien lesquelles par ailleurs, vont apprécier M. Rebsamen ou M. Valls. Mais peut-être que les gens de droite les détestent. Donc, quand vous mettez ensemble des gens qui sont qui viennent d'horizons politiques différents, qui pour beaucoup ont trahi, quelqu'un comme Madame Berger, par exemple, c'est quelqu'un qui a menti devant une commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Comment voulez-vous que les gens puissent adhérer, puissent avoir confiance ? Monsieur Bayrou a dit que c'était une équipe qui pouvait redonner confiance. Mais comment avoir confiance dans des gens qui mentent ? C'est impossible. J'aimerais qu'on reste encore quelques instants sur ces réactions sur les réseaux sociaux. Il y a notamment l'eurodéputée Rima Hassan qui a posté 2 messages. D'abord, elle dit voir un appel à la révolution, elle emploie le terme. Et puis ensuite, un deuxième message dans lequel elle utilise le hashtag la prise de l'Élysée. Vous-même, dans un autre message, vous avez fait une comparaison avec Louis-Philippe d'Orléans, là aussi, la révolution de 48. Est-ce que vous appelez à la révolution suite à une nomination d'un gouvernement ? Est-ce que le casting est si terrible à vos yeux qu'il faut révolution ? Il y a des outils constitutionnels qui nous permettent de faire face heureusement à ce genre de situation, et notamment la motion de censure. Donc mais les mots ont un sens. Révolution, motion de censure, c'est pas tout à fait la même chose. Il faut avoir un petit peu d'humour aussi. Ce que nous voulons dire, bien sûr, ce que nous voulons dire par là, c'est que ça n'est pas la première fois dans l'histoire de notre pays que des gens se pensent tout puissants et qu'ils oublient qu'il y a quelque chose qui s'appelle le peuple français. Qu'en démocratie, c'est le peuple qui commande. Donc, on peut nier le résultat des élections pendant une certaine durée, faire comme si elles n'avaient pas eu lieu, alors même que c'est M. Macron qui a décidé de convoquer ces élections. Mais il y a une limite, à un moment donné, qui s'appelle le peuple français lui-même. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que nous déposions une motion de censure, nous allons le faire avec la France Insoumise, et que ce gouvernement tombe pour qu'enfin le résultat des élections de juillet dernier soit respecté par M. Macron. En fait, tant que M. Macron refusera d'entendre le message des élections de juillet, eh bien, nous serons dans une situation de crise politique. Mais je vais aller jusqu'au bout de ça. Il y a au moins un point sur lequel il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour battre une des mesures phares d'Emmanuel Macron, qui est la question de la réforme des retraites. On nous nomme Elisabeth Borne à l'éducation nationale. C'est un affront qui est fait au peuple français. Et le peuple français doit répondre à cet affront, non pas par une révolution, mais peut-être par des mobilisations, par des manifestations. Et je pense que c'est un point d'appui nécessaire pour faire en sorte qu'on change la politique. Donc vous appelez à des manifestations dans les prochains jours, prochaines semaines ? Il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Je n'ai pas à appeler à des manifestations. Je pense qu'elles finiront par avoir lieu si M. Macron s'acharne. Vous aviez dit à peu près la même chose l'été dernier au moment de la nomination de Michel Barnier. Oui. Finalement, il ne s'est rien passé. Il y a eu des manifestations, il y a eu des mobilisations. Elles étaient sans doute peut-être pas assez puissantes, pas assez fortes pour faire reculer M. Macron. Mais vous savez, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes, il était parti d'un petit truc. Il était parti d'une taxe sur l'essence. Qui aurait pu penser qu'à partir de cette augmentation de la taxe, il y aurait un mouvement aussi dense, aussi important que le mouvement des Gilets jaunes ? Pourquoi pense-t-on que ce qui est arrivé il y a 5 ans, 6 ans maintenant même, le mouvement des Gilets jaunes, pourquoi pense-t-on que ce mouvement qui a débuté d'une petite étincelle ne pourrait pas se reproduire de nouveau ? Je veux dire, les conditions sociales et démocratiques sont à peu près les mêmes. Elles se sont même aggravées.
Donc le peuple français n'a pas changé, il n'est pas parti, on n'a pas changé de gens, il y a toujours le même peuple français. Donc il y a l'énergie dans le peuple français pour ce type de mobilisation sociale et nous en avons fait à de nombreuses reprises la démonstration dans notre histoire. Vous parliez de Gérald Darmanin, nommé donc ministre de la Justice. Il va former un binôme avec Bruno Retailleau. Vous disiez aussi qu'il y a un consensus dans l'opinion sur la question de la réforme des retraites. Il y a un autre sujet qui fait consensus dans l'opinion, c'est celui de la sécurité ou encore de l'immigration. J'ai quelques sondages sous les yeux qui ont été effectués ces dernières semaines. 80% des Français jugent la justice trop laxiste. 80% d'entre eux estiment que la justice doit être plus sévère face aux délinquants. C'est un chiffre qui monte à 79% chez les sympathisants de la France insoumise. Donc même dans vos rangs, parmi vos électeurs, il y a un désir de fermeté. Est-ce que là, c'est un message qui va dans le bon sens ? Alors, d'abord, cette nomination de Gérald Darmanin. Justement, d'abord, il faut commencer par dire d'où vient M. Darmanin. Il y a quelques années, M. Darmanin avait fait une manifestation avec Alliance Police, dans laquelle il avait été notamment scandé « Le problème de la police, c'est la justice ». Donc il y a maintenant un monsieur qui est ministre de la Justice qui était dans des manifestations où il disait que le problème c'était la justice. C'est quand même un petit peu particulier, vous en conviendrez. Ensuite, sur la demande d'une justice moins laxiste. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Parce que le problème est que la justice est souvent présentée comme étant trop laxiste. Mais allez discuter avec des magistrats, allez discuter avec des juges. Précisément, il y a des actes juridiques qui sont posés, qui sont d'une très grande dureté. Et nous avons eu tendance, dans les années précédentes, pas nous les insoumis, mais les autres, ont eu tendance à augmenter les peines, à alourdir le code pénal. Est-ce que ça a été efficace pour rétablir la sécurité ? Non, ça n'est pas efficace. Et justement, c'est ça la question qui n'est jamais posée. On parle toujours de punir. Mais quand parle-t-on de prévenir ? Quand parle-t-on d'éviter qu'il y ait des actes délictuels qui soient commis ? C'est ça l'une des questions qu'il faut poser dans notre pays. Quand vous parlez par exemple de la question des refus d'obtempérer ou de la sécurité routière, pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais de la consommation d'alcool dans notre pays ? Ça, c'est un sujet qui est un sujet majeur. Pour les gendarmes, si vous allez discuter avec les gendarmes, moi je fais le tour. Il y a des spots de prévention à la télévision régulièrement. Mais on ne parle pas de l'effet, par exemple, de ce sujet sur la question de la sécurité publique. Moi, je fais le tour des gendarmeries quand je me déplace, notamment dans les zones rurales. Les gendarmes, ils disent que l'un des principaux problèmes, c'est les vendredis et les samedis soirs. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe le vendredi et le samedi soir ? Les gens, ils consomment trop d'alcool, et quand ils consomment trop d'alcool, ils se battent à la sortie des boîtes, ou bien ils commettent des violences. C'est un des sujets de sécurité qui n'est jamais posé. Mais je ne vous dis pas que c'est le sujet principal. Bien sûr, c'est un des volets je vous dis qu'en tout cas, dans la ruralité, pour les gendarmes, c'est l'un des sujets principaux. C'est évidemment un des sujets, mais est-ce que comme 79% des sympathisants de la France insoumise, vous demandez, vous, que la justice soit plus sévère envers les délinquants ? Je demande qu'elle soit plus précise, et que, notamment, on s'attaque à la grande délinquance, à la grande criminalité. Par exemple, sur le trafic de stupéfiants. Moi, je suis en train de mener depuis maintenant plus d'1 an une mission d'information sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. On a un petit peu l'impression qu'on vient punir les délinquants du bas de l'échelle et que parce qu'on a enlevé les moyens, notamment dans la police judiciaire, eh bien on a moins de moyens de l'État pour faire face à la grande criminalité organisée, sur la question du blanchiment, sur la question des très très grands délinquants. Alors on a créé l'OFAST, on a créé un certain nombre de structures qui permettent normalement de lutter contre ces délinquants. Mais le problème, c'est que en ne s'attaquant pas au haut de la pyramide de la criminalité organisée, eh bien on permet qu'elle ruisselle dans le reste de la société. C'est ça qu'il faut changer dans la manière de faire. Il faut davantage taper les plus riches, aussi dans la délinquance, c'est-à-dire ceux qui font le blanchiment, ceux qui font les grands trafiquants, ceux qui transbahutent d'un bout à l'autre de la planète des fourgons de cocaïne, par exemple, et libérer des moyens de police au niveau du bas de l'échelle pour les faire remonter d'un cran. Autre sujet de consensus, c'est le sujet de l'immigration. Là encore, je m'appuie sur des sondages. 67% des Français, par exemple, se disent favorables au retour des contrôles aux frontières. Et là aussi, chez les sympathisants de la France insoumise, on arrive à 64%. Il n'y aura pas de loi immigration, nous dit François Bayrou, mais des mesures au cas par cas. Est-ce que vous êtes en mesure, justement, de soutenir ponctuellement des mesures qui iraient dans le sens de ce que veulent vos électeurs, visiblement ? Mais sur l'immigration, là encore, il faut poser les termes du débat de manière correcte. Il n'est pas normal qu'on parle d'immigration sans parler des causes. C'est quoi les causes principales de l'immigration ? C'est la guerre, les crises économiques et les crises climatiques. C'est ça les 3 causes principales. À quel moment tous les gens qui nous font des leçons sur la question de l'immigration vont nous parler des gens qui vont piller littéralement le continent africain ? À quel moment on en parle, ça ? Des responsabilités individuelles ou collectives, des gens qui appauvrissent des grandes zones comme les zones problème en amont, et puis il y a la situation ensuite lorsque nous avons des migrants qui arrivent dans notre pays. C'est un fait, l'immigration. C'est pas une donnée idéologique dans laquelle on dirait « oh là là, mon Dieu, c'est bien, c'est pas bien », etc. Moi, je considère par ailleurs que c'est assez positif, ayant moi-même des ancêtres belges et italiens. Et donc l'immigration est une chance, pour reprendre la formule. Bien sûr que l'immigration est une chance, et je dis à nos compatriotes dont les grands-parents ou les parents venaient du Belgique, de Portugal, d'Espagne, d'Italie, d'Algérie, du Maroc, d'où vous voulez, que nous sommes 20 millions en France à avoir au moins un ancêtre qui était étranger. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter d'essayer de faire peur à tout le monde avec ça. L'immigration, c'est un fait. Elle se
produit. Il y a des gens qui passent, qui bougent sur la planète. Elle se contrôle aussi ? Donc la question, c'est comment on fait pour accueillir correctement les gens, accueillir dignement les gens. On a réussi à le faire, par exemple, pour les Ukrainiens qui fuyaient la guerre. 100 000 Ukrainiens sont arrivés sur le territoire de la République française en quelques mois. D'accord ? Est-ce que ça a posé des problèmes ? Non. Est-ce que c'était une question de l'origine des gens ? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent ça, qu'en fonction de l'origine, je ne sais quoi, ça ne serait pas tout à fait les mêmes choses. Non, ça c'est du racisme de dire ça. C'est penser qu'il y aurait une différence des gens en fonction de l'endroit d'où ils viennent. Mais les gens qui fuient la Syrie, ils fuient la guerre. Les gens qui fuient Gaza, ils fuient la guerre. Les gens qui, d'une manière générale, fuient la guerre, fuient la mort. Donc, notre devoir comme pays des droits de l'homme et du citoyen, c'est de les accueillir dignement, correctement, et vous verrez que c'est beaucoup mieux géré quand on fait comme ça. D'ailleurs, on en a fait la preuve avec les Ukrainiens, justement. On comprend ce matin, Antoine Léaumont, sur l'antenne de CNews et d'Europe 1, que vous ne trouvez pas, que ce gouvernement ne trouve pas grâce à vos yeux. Ça veut dire censure, vous en avez parlé. Est-ce que vous appelez le Rassemblement national à mêler leur voix aux vôtres pour faire tomber le gouvernement de François Bayrou ? Moi, j'appelle jamais rien au Front National. Ils font ce qu'ils veulent, ils prennent leurs décisions comme ils veulent. Par contre, moi, je m'adresse à ceux qui font confiance aux gens du Rassemblement national. Ils n'avaient pas voté la censure en octobre dernier quand nous l'avions déposée. Alors, il fallait être responsable, il fallait être respectueux de quelqu'un qui niait le résultat des élections. Ils attendaient de voir le budget qui était proposé par Michel Barnier. C'était l'argument quelqu'un avait un doute sur le fait que le budget qui serait proposé serait un budget macroniste ? Enfin, moi, j'ai jamais eu de doute sur le fait qu'Emmanuel Macron essaierait de faire par tous les moyens possibles la continuité de sa politique. Donc, en octobre, nous avions censuré, mais nous avions fait mieux que ça. Nous avions déposé une motion de destitution du président de la République. Je m'en souviens, c'était moi qui la présentais au nom de mon groupe parlementaire. Eh bien, lorsque nous avions déposé cette motion de destitution du président de la République, le Rassemblement national avait voté contre la motion de destitution du président de la République. Je me demande bien pourquoi. Ils avaient dit qu'ils étaient contre Emmanuel Macron et ensuite ils ne votent pas cette motion de destitution. Donc vous voyez, il y a eu une forme d'accompagnement du macronisme du côté du Rassemblement national. Et nous, les insoumis, à l'opposé du Rassemblement national, alors que nous a-t-on dit ? On nous a dit que nous étions des irresponsables parce que nous voulions faire une censure a priori du gouvernement de M. Bayrou. Mais non, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous voulons censurer un Premier ministre qui est là pour faire la continuité de la politique d'Emmanuel Macron. Et in fine, on l'a bien compris, parvenir à la démission ou la destitution du président de la République, avoir des présidentielles anticipées. Dans ce cas-là, Jean-Luc Mélenchon, naturellement, serait le candidat de la gauche ? Moi, c'est mon souhait. Je souhaite que, si jamais il y a des élections présidentielles anticipées, Jean-Luc Mélenchon soit notre candidat. Pourquoi ? Parce qu'il a fait la démonstration qu'il était capable de rassembler sur son nom et sur son programme près de 22% des suffrages. La dernière fois, on est passé à 400 000 voix du deuxième tour. Vous imaginez la différence que ça aurait été dans notre pays si jamais nous avions eu, au lieu d'avoir un deuxième tour droite contre extrême droite, un deuxième tour droite contre Jean-Luc Mélenchon. Droite, c'est-à-dire vous espérez droite par exemple Macron. Un duel avec droite Macron ou droite Marine Le Pen ? Est-ce que vous espérez d'une certaine manière un duel Jean-Luc Mélenchon la dernière fois, il y avait eu un duel entre la droite et l'extrême droite et je pense que ça ne permet pas au peuple français de faire un choix entre deux options. Et justement, vous me posez la question, est-ce que j'espère un deuxième tour de Jean-Luc Mélenchon contre Marine Le Pen ? Moi, Marine Le Pen, j'espère jamais qu'elle soit au second tour, j'espère que nous la battions dans les urnes. Mais ce que j'espère, oui, c'est qu'il y ait un deuxième tour qui mette en place la possibilité de choisir ce que nous proposons. Et ce que nous proposons, c'est une rupture avec la politique macroniste, une rupture avec cette politique qui a fait des cadeaux fiscaux aux plus riches en pénalisant le peuple français et nous rétablirons par exemple la retraite à 60 ans si nous arrivons au pouvoir. Une dernière question. Donald Trump a fait savoir ces dernières heures que lorsqu'il arrivera à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain, il allait signer des décrets sur la question de la transidentité en disant la politique officielle des États-Unis sera qu'il n'y a que deux genres, hommes et femmes. C'est un sujet que vous abordez parfois vous aussi. Vous avez appelé notamment à l'inscrire dans la Constitution la liberté de choisir son genre. Qu'est-ce que vous évoque cette décision de Donald Trump ? Moi, je trouve ça honteux et assez lamentable. Je pense que les personnes trans dans notre pays aussi sont menacées par des gens qui pensent comme M. Trump. Et par l'islamisme aussi d'une certaine manière ? Oui, mais par tous les gens qui sont d'extrême droite. Et les islamistes ne sont pas différents des gens d'extrême droite d'une manière générale. Mais donc, moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est garantir justement les droits de l'ensemble des individus, parce que quand on garantit des droits individuels, eh bien, on garantit aussi des droits collectifs. Merci beaucoup, Antoine Léaumont, d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous étiez en direct dans la grande interview de CNews et d'Europe 1.